Merci à toutes et à tous. Merci bien sûr à la Fondation, merci à son jury d'avoir choisi cet ouvrage dans quelque chose, dans la catégorie qui me fait particulièrement plaisir, celle de l'enseignement en éthique. Comme vous l'avez expliqué et lu, c'est vrai que je vois ma pratique académique, ma pratique de recherche comme quelque chose qui est vraiment à la jonction de ce que l'académie produit comme savoir et qu'on va échanger avec le grand public. J'insiste sur ce mot d'échanger, c'est pas l'académie qui va vers le grand public et qui explique comment fonctionne le monde et puis le grand public dit merci et part après une soirée réussie. Non, c'est un échange. Ça va dans les deux sens, c'est bilatéral. Et je pense que la collection où ce livre est publié, qui est donc une collection qui s'appelle Le Savoir Suisse, qui a pour but de rendre accessibles les travaux des chercheurs suisses dans les humanités, dans les sciences techniques, en médecine, aux éditions PPUR, qui veut dire les presses polytechniques et universitaires romandes, donc la Suisse francophone. Car oui, vous le savez tous, il y a une Suisse francophone. Attention, attention. Et qui veut aussi donc faire cet effort de jonction entre la production académique, la production de savoir et l'échange avec le grand public. Pour justement rendre cette présentation un peu divertissante pour vous, vu qu'on parle d'éthique, et puis vu que je pense qu'on attend un peu de moi, vu que j'ai eu le prix d'enseignement, on attend un petit peu que je montre qu'il y a des qualités pédagogiques certaines derrière ce livre, donc je vais prendre à cœur cette mission. Je vous propose de commencer par une petite expérience de pensée. Les éthiciens parmi vous sont peut-être habitués à travailler avec ça. C'est pas quelque chose qui est très utilisé dans le monde francophone. Parfois d'ailleurs avec raison, je pense qu'il ne faut pas aller trop à fond dans cette direction de dire on va pouvoir tester de manière empirique les réactions éthiques, le sens moral des gens, puis on va pouvoir le documenter empiriquement et en tirer des conclusions normatives. Je ne pense pas. Mais par contre, c'est un outil qui fonctionne extrêmement bien quand on est en contact avec le public pour justement créer ce lien, émotionnel même, avec une question éthique et créer donc l'envie de débattre. Provoquer un peu les gens, provoquer la discussion pour ensuite aller vers quelque chose de plus construit qui va nous permettre d'avancer ensemble vers l'identification de certaines valeurs qu'on a en commun, reconnaître qu'est-ce qu'on peut faire, quel est le champ des possibles, quel est le champ des acceptables. L'expérience de pensée est la suivante, c'est l'histoire de la salle d'attente. En plus, ça fait un peu romancé comme ça. Vous êtes dans une salle d'attente un peu particulière. On s'y retrouve pour démarrer cet après-midi. C'est la salle d'attente où on est tous avant de naître. Nous ne sommes donc pas nés. Nous sommes à l'état d'enfant, mais vu qu'on est dans une expérience de pensée en éthique, on a la pleine capacité cognitive de réfléchir, donc on est notre état mental actuel, je vous laisse le déterminer pour vous-même, mais à l'état d'enfant avant la naissance. N'y voyez pas trop non plus de religion, n'interprétez pas trop la chose de manière spirituelle, ou plutôt interprétez-la à la manière qui est la vôtre. On est dans une salle d'attente, moi je me suis toujours imaginé comme un avion en vol avant un saut en parachute. La porte va s'ouvrir et on va naître. Et on arrivera sur Terre. C'est la réaction habituelle, vous avez raison. Et donc, on est dans cet avion, la porte va s'ouvrir, on va naître, on a un parachute. Il y a quelques petites différences avec la situation réelle, moi j'en ai pas de souvenir en tous les cas. On ne sait pas dans quelle famille on va naître, on ne sait pas dans quel pays, on ne sait pas avec quelle richesse. Je vois dans les yeux des professionnels de la philo quelques mots-clés qui... Rawls, c'est juste. Qui commencent à clignoter. On n'a pas toutes ces informations. On est donc derrière ce que Rawls appelle le voile d'ignorance, ou une de ses variantes. Et, vu qu'il y a des petits problèmes logistiques dans cette salle d'attente de la naissance, on a le temps de faire un petit débat sur la politique migratoire. Voyez-vous. Un d'entre nous, c'est moi, propose qu'on fasse un petit débat sur les frontières à l'échelle du monde. Et la question que je vous pose, derrière ce voile d'ignorance, j'insiste vraiment, vous ne savez pas où et dans quel type de contexte vous allez naître. Étant donné cette incertitude, qu'est-ce que vous changeriez à la manière dont on traite la question migratoire à l'échelle du monde? Qu'est-ce que vous changeriez comme règles migratoires telles qu'on conçoit aujourd'hui les politiques migratoires, que vous connaissez tous plus ou moins, à moins que vous n'habitiez sur une autre planète durant les 15-20 dernières années, où on parle beaucoup de migration. Prenez 30 secondes pour réfléchir à cette question. Si vous étiez dans cette salle d'attente, sans les informations pertinentes, qu'est-ce que vous changeriez? Vous verrez, c'est long en 30 secondes. Ça permet de réfléchir. Et je pense que votre réflexion de changement, elle se porte à 3 niveaux. Ça tombe bien, c'est les 3 chapitres principaux du livre. Ça ne s'invente pas. Le premier niveau, c'est le niveau des frontières. L'existence pure et simple des frontières, et surtout la compétence des États de la contrôler. C'est l'image du douanier.
Si vous voulez symboliser sur cette photo, il y a eu pas mal de débats en interne, est-ce qu'on devait prendre cette photo comme page de couverture, vous vous en doutez. C'est le monsieur à gauche, hein. Moi je suis à Rome pour une année, et je vous dis qu'en Italie c'est un débat encore autrement plus présent qu'en Suisse et même qu'en France. Quand on pense à la Sicile, quand on pense à l'arrivée immédiate de gens sur un bateau, voilà, on a ce genre de situation. Quelle est la compétence de ce monsieur, on l'appellera le douanier, de contrôler la frontière d'un pays, ou de l'Union européenne si on prend l'Union européenne. Si vous arriviez... La plupart du temps, on rencontre le douanier dans un aéroport. C'est en tout cas souvent le lieu où il y a encore vraiment cette présence marquée. Quelle est sa justification pour dire « vous rentrez, mais vous, par contre, vous n'entrez pas ». Pour faire ce choix, toi, tu auras un statut, mais toi, tu n'en auras pas. Ça peut être selon les qualifications professionnelles, ça peut être selon la cause qu'on peut faire valoir. Est-ce qu'on est persécuté dans son pays? Est-ce qu'on est menacé par le changement climatique? Vous pouvez imaginer toutes les raisons. Ou alors simplement, est-ce que j'aimerais vivre avec quelqu'un de ma famille qui habite déjà sur place? Cette compétence, vous ne la trouvez jamais discutée dans le débat public. Et c'est pour ça que le professeur Sicart a évoqué avant, m'a beaucoup interpellé, mettre l'éthique au cœur du débat public. Et cette question de la compétence des États de contrôler la migration est prise comme un acquis par la plupart des forces politiques. Ce n'est pas une question gauche-droite. Même la gauche, dans les grandes lignes, on va aller vite, reconnaît la compétence de l'État. Elle exercerait simplement cette compétence de manière différente, de manière plus solidaire, de manière plus ouverte, beaucoup de possibilités. Mais tous sont d'accord pour dire que les États ont cette compétence, est liée à la souveraineté de l'État. Et là, l'éthique de la migration, qui existe à peu près depuis 30 ans, dirons-nous, surtout dans le monde anglo-saxon, qui pose vraiment frontalement cette question analytique des frontières et de la justification des frontières, s'intéresse exactement à cette compétence. Comment le douanier peut-il justifier son choix à la frontière, l'existence de son activité de sélection à la frontière? Vous avez justement depuis 30 ans beaucoup d'arguments qui ont été évoqués. Ils se déplacent toujours sur un axe. C'est souvent soit un argument de protection, c'est-à-dire que le douanier est là pour protéger quelque chose qui est important pour le pays. On va donc avoir des discussions sur la sécurité, le marché du travail, les assurances sociales. On peut même avoir des discussions sur les ressources naturelles du pays. Et l'argument, c'est toujours de dire on va contrôler notre politique migratoire pour permettre de garantir ces différents intérêts qu'on estime légitimes. Ça, c'est un argument de protection. Et vous avez avec ça un argument qui ressemble à un frein d'urgence dans un train. Dès que la migration devient un danger pour un de ces arguments, vous tirez le frein d'urgence et le train s'arrête. Et vous bloquez les frontières. Pour autant que ça soit possible, bien entendu. L'autre type d'argument que vous retrouvez souvent, et vous le retrouvez les deux dans le débat politique, c'est assez intéressant, c'est un argument basé sur l'autodétermination. La France est un pays souverain, et ça fait partie de ses prérogatives fondamentales de choisir qui va se trouver sur son territoire. Et qui, à terme, va devenir membre de cette communauté politique qu'est la France. Et en exerçant ce choix, au fond, la France exerce son droit d'autodétermination comme elle l'exerce en matière de politique énergétique, en politique de sécurité, en politique sociale. C'est simplement un domaine de choix des citoyens français de dire, voilà, on a le droit de choisir notre politique migratoire comme on choisit si on veut du nucléaire ou pas. J'ai cru comprendre que c'était un sujet actuel chez vous. Vous inquiétez pas, chez nous aussi. Et donc, on a ces arguments de protection ou de contrôle qui jouent un rôle dans le débat migratoire. La structure de l'argument est très différente, les différents types d'arguments qu'on peut ensuite défendre sont aussi très différents, mais on va pouvoir cartographier le type d'intérêt qu'une communauté politique peut faire valoir pour dire, voilà, c'est ça qui justifie l'activité de mon douanier, de notre contrôle migratoire. Et on a ce débat qui commence ensuite de dire, est-ce que c'est vraiment un intérêt légitime ? Est-ce qu'empiriquement, on peut montrer qu'il y a un lien entre cet intérêt et la politique migratoire ? Est-ce que vous pouvez montrer qu'il y a un lien entre la sécurité et la politique migratoire ? Pas si clair que ça, alors qu'on part dans les médias vraiment du présupposé que la migration est un danger pour la sécurité nationale. Absolument pas. Quand vous parlez de regroupement familial, a priori, faire venir sa famille ne va pas mettre en cause la sécurité nationale. Donc ça permet, en cartographiant, de systématiser les arguments et de systématiser leurs points faibles, mais aussi leurs points forts. Et c'est comme ça qu'on peut avancer dans un débat public qui est beaucoup plus serein. Et ça va être un des apports de cette discussion que moi j'appelle assez analytique des questions migratoires. Et c'est d'ailleurs exactement ce genre de discussion, comme on l'a fait avec la petite expérience de pensée à laquelle je vous ai convié, qu'on fait dans ces ateliers d'éthique de la migration qui ont été mentionnés, où on parcourt le pays, on s'arrête pendant une semaine dans une ville, on construit une arène démocratique, et on invite les jeunes citoyens, les partis politiques locaux, les associations locales, à venir débattre de ce genre de questions.
Et c'est un espace citoyen où s'ouvre cette question, notamment de la compétence du douanier, une question que sinon vous pouvez poser nulle part. Personne d'ailleurs va vous la poser parce qu'elle est vraiment présupposée dans toutes nos discussions politiques. Donc on va créer un espace qui est ouvert, qui est participatif, qui ne dépend pas d'avoir ou non la bonne nationalité, qui est ouvert à toute la population qui est là, qui est présente, et on ouvre une question qui n'est pas posée ailleurs. Et on est, à nouveau, le professeur Sicard l'a dit ce matin, on est dans une éthique qui est là pour challenger, on est dans une éthique qui est là pour faire poil à gratter. On n'est pas là pour raffermir les convictions des uns et des autres, non, on est là pour poser la question où justement, il va y avoir des opinions très contradictoires parfois, et on va avoir... à nouveau, ce sera le rôle du modérateur, ce sera le rôle du format, de pacifier la discussion sans pour autant supprimer le désaccord qui est là et qui est certainement sain pour la vie publique, pour la vie démocratique. Deuxième niveau, une fois que vous avez résolu cette question du douanier, deuxième niveau, c'est les différentes portes d'entrée de la migration. En admettant que le douanier ait la compétence de choisir sa politique migratoire, si vous n'arrivez pas à justifier, on peut fermer la lumière puis sortir, c'est-à-dire que tout le reste de notre politique migratoire repose sur des bases qui seraient injustifiées ou injustifiables. Et que donc tous les choix qu'on fait ensuite, ma foi, ils reposent sur pas grand-chose. Donc admettons qu'on arrive à justifier l'activité du douanier à la frontière, il y a au moins 3 portes d'entrée que vous devez traiter spécifiquement et vous interroger sur les raisons éthiques ou qu'est-ce qui se joue à la frontière à ce moment-là. C'est bien sûr la question de l'asile, vous avez l'image ici. C'est bien sûr la question du regroupement familial. Et c'est également la question de celle qu'on appelle un peu par défaut, parce que c'est un peu tout le reste, la migration dite économique, la migration du travail, où simplement les gens veulent franchir une frontière pour améliorer leur perspective de vie. Et ça passe souvent par un autre travail. Et vous pouvez aussi mettre dans cette catégorie-là tous ceux qui veulent bouger pour simplement changer d'univers culturel, pour simplement aller à l'aventure. Tout ce qui est au fond, à mon avis, assez légitime. Et vous avez donc une discussion qui s'ouvre sur ces 3 portes d'entrée de la migration, qui est chaque fois une discussion différente, avec quelques points qui reviennent, notamment la question essentielle de la valeur que vous souhaitez donner à la liberté individuelle. Un migrant qui arrive à la frontière, qui arrive à Charles de Gaulle, ce matin j'étais à Orly, qui arrive à Orly, quand il dit « j'aimerais devenir migrant en France, j'aimerais m'installer dans votre pays », il fait une demande basée sur sa liberté individuelle à lui. Il dit « pour une raison qui m'est propre », ça peut être je suis persécuté, ça peut être je veux vivre avec ma famille, ça peut être je veux améliorer mes perspectives de vie. Il demande un accès au territoire national qu'est la France. Et donc il propose sa liberté. Et le douanier, donc nous les citoyens et citoyennes, on doit ensuite chercher à arbitrer cette demande de liberté avec nos propres intérêts qu'on aura déterminés dans la première discussion. Donc là on passe à un niveau de réflexion un peu plus complexe où on doit peser, sous-peser une demande de liberté individuelle qui est formulée par une personne qui veut migrer avec les intérêts de la communauté nationale qu'on a déterminés comme étant légitimes dans la première partie. Deuxième niveau, donc traduit dans votre réflexion dans la salle d'attente, vous vous êtes certainement dit, et je pense que c'est assez naturel, si je ne sais pas où je vais naître, je ne sais pas avec quels moyens, peut-être je vais naître au milieu d'un conflit armé, où la première chose, dès que je saurai marcher, 1 année et demie, 2 ans, mon souhait permanent dans la vie, ce sera de fuir. Vous avez certainement pensé que ça serait bien de changer la règle qui reconnaît à votre liberté individuelle un poids plus important face au droit des États de contrôler leur politique migratoire. En un mot, vous demandez un joker, qui est celui de pouvoir franchir une frontière pour aller vous mettre à l'abri, pour avoir une meilleure vie, pour tenter quelque chose qui vous est propre. C'est ce genre de réflexion, j'imagine, que certaines personnes dans la salle ont eu au moment de l'énoncé de la salle d'attente. Et troisième niveau, je terminerai là-dessus, c'est le niveau interne aux États, aux communautés politiques. Vous vous êtes peut-être dit, d'accord, on a ce joker de la liberté, c'est fort bien. Est-ce qu'on veut aller directement dans une libre circulation totale où on oublie les frontières, on oublie les États ? Beaucoup de participants dans nos discussions de l'atelier d'éthique sont arrivés à cette conclusion. On oublie tout ça. On efface les États, on efface les frontières, on pense vraiment à un monde cosmopolite. C'est une possibilité. Et c'est aussi le sens de cet exercice éthique de s'affranchir des contingences politiques du monde réel pour dire peut-être que c'est ça le monde idéal auquel on doit tenter d'accéder. Mais si vous êtes convaincu que non, les communautés politiques ont un sens, et je pense qu'il y a des bons arguments pour dire qu'elles en ont un, vous êtes obligé de vous confronter à la question comment on va organiser le vivre ensemble dans ces communautés politiques. Quelles vont être les règles qui font que des gens très différents, avec des convictions éthiques, religieuses, des objectifs de vie très différents, ce que Rawls s'appelle le pluralisme des sociétés, qui est une donnée de base. N'ayons pas l'illusion qu'on va revenir, si on a déjà été dans le passé, ce qui est certainement très douteux aussi, une société homogène qui reconnaît un ensemble fort de valeurs où tout le monde est d'accord. C'est terminé ce monde-là.
Et donc, le point de départ de nos réflexions, c'est une profonde pluralité d'opinions, de convictions, de valeurs. Comment est-ce qu'on arrive dans ces conditions à se mettre d'accord sur les règles du vivre ensemble? Et vous avez là le troisième niveau de la question qui s'ouvre, c'est si vous ne savez pas où vous allez naître, vous souhaitez certainement arriver dans une société qui laissera à nouveau le plus de place possible à votre liberté individuelle. Si vous arrivez dans une théocratie religieuse ultra-conservatrice et que vous êtes une femme, ben ma foi, ça risque de pas être amusant. Donc vous souhaitez, en tant que bébé qui n'est pas encore né, que ce monde-là soit un monde, entre guillemets, plus libéral, je sais que c'est un terme difficile en France, qui donne plus de poids à la liberté individuelle dans la faculté de vivre en société. Et ça, c'est le troisième niveau d'analyse. Et donc je pense que l'éthique de la migration doit traiter ces trois niveaux d'analyse, la compétence générale des États, les différentes portes d'entrée, les différentes demandes que le migrant peut faire, et puis ensuite comment on vit ensemble dans une société qui est profondément diverse. Je ne vous cache pas que le troisième chapitre, c'est celui où il faut le plus condenser, parce qu'on ouvre sur des dizaines de discussions qui ont lieu depuis très longtemps avec une très longue tradition philosophique. Donc c'est là qu'on doit un peu condenser, mais c'est intéressant. Vous avez remarqué, je n'ai pas encore dit le mot d'intégration. Parce qu'au fond, la question n'est pas posée comme une question d'intégration. Ce n'est pas nous, on existe et quelqu'un vient de l'extérieur. C'est posé comme une question de vivre ensemble dans une société profondément diverse. Et je pense que c'est une toute autre façon de poser la même question, beaucoup moins chargée politiquement, et qui va certainement aboutir à quelque chose de beaucoup plus constructif dans la manière dont on conduit le débat. Voilà, juste pour vous donner un bref aperçu de qu'est-ce qui se déroule dans ce livre. J'ai tenté, au-delà de la petite plaisanterie pédagogique sur l'expérience de pensée, d'introduire aussi dans ce livre des expériences de pensée pour justement sensibiliser les gens à la méthode de réflexion éthique, qui est au fond ce qui les intéresse le plus. Quand on fait cette discussion, on a ensuite le débat avec les participants, et à la fin, j'explique qu'est-ce que c'est l'expérience de Rawls, du voile d'ignorance, qu'est-ce qui se joue derrière ça, et c'est ça qui les intéresse le plus. Et ça a été une des grandes surprises pour moi dans cet atelier, mais avec des gens qui n'ont aucune formation en philosophie, qui même avaient un peu peur en rentrant, ils avaient déjà dû surmonter quelques craintes pour venir à une soirée de philosophie, se sentant pas du tout légitimés à faire de la philosophie, mon Dieu, de comprendre que d'un seul coup, ah ouais, le voile d'ignorance, l'égalité, le débat politique sans savoir qui on est, là il y avait des fois des illuminations très intéressantes, et on sentait qu'ils prenaient ça comme méthode, et qu'ils allaient l'appliquer à d'autres questions, pas seulement à la question de la migration. Et pour nous, ça, au fond, c'était un signe que la soirée avait été excellente. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne suite d'après-midi.